Bienvenue dans Leader RSE, le podcast de l'ACA qui a pour but de diffuser les retours d'expérience des responsables RSE qui ont réussi à faire bouger les lignes dans leur entreprise. Moi, c'est Baptiste Frelot et nous allons découvrir ensemble de nombreuses méthodes concrètes et directement applicables. Bonne écoute! Aujourd'hui, on reçoit Charles Lottmann, président cofondateur et également responsable RSE au sein de l'entreprise Nous Anti-Gaspi, réseau français de magasins alimentaires anti-gaspi. Avec Charles, on va chercher à comprendre les clés de succès derrière la création d'un modèle d'entreprise qui bouscule les codes de la distribution classique, en intégrant les questions du gaspillage alimentaire, mais aussi de tous les enjeux RSE au cœur de son modèle d'activité. Bonjour Charles, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Alors avant qu'on se lance dans le vif du sujet et qu'on parcourt un peu toutes les questions qu'on a préparées ensemble, est-ce que tu pourrais te présenter, nous raconter ton parcours et nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui? Bonjour Baptiste, donc je suis Charles Lottmann, je suis un des deux fondateurs du réseau de magasins anti-gaspi qui s'appelle Nous Épicerie Anti-Gaspi, qui est une société que j'ai donc cofondée avec Vincent Justin début 2018. Et avant de me lancer donc dans cette aventure entrepreneuriale, j'avais travaillé pendant 5 ans dans un environnement complètement différent, un fonds d'investissement. Et en 2015-2016, probablement aussi dans un contexte un peu particulier de la COP21 à Paris, je décide de faire un changement radical de carrière, de me lancer dans l'entrepreneuriat à impact. Et pour tous ceux qui connaissent pas Nous Anti-Gaspi, même si mine de rien ça commence de plus en plus à être connu, est-ce que tu peux nous partager quelques éléments de contexte, votre objectif derrière le projet et quelques chiffres clés? Bien sûr, ouais. Quand on s'est lancé avec Vincent dans l'aventure Nous Anti-Gaspi en 2016-2017, notre ambition, c'est d'apporter une solution aux producteurs et aux fabricants alimentaires français de réduction de leur gaspillage. Voilà. Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, c'est plusieurs millions de tonnes par an de produits consommables qui malheureusement finissent à la poubelle en France. Et c'est vraiment un problème de société, dans la mesure où ce gaspillage, il a lieu à tous les niveaux de la chaîne, du producteur jusqu'au consommateur, à la maison ou au restaurant. Et donc notre projet avec Vincent, c'est vraiment d'aider les producteurs et les fabricants alimentaires qui, et c'est souvent assez méconnu, en fait représentent à peu près la moitié du gaspillage alimentaire annuel en France. Voilà. Et donc avec Nous Anti-Gaspi, on a développé un réseau de magasins qui compte aujourd'hui une petite trentaine de magasins en France, principalement en Bretagne et à Paris, et qui nous permet en fait d'acheter les invendus de nos partenaires fournisseurs et de les proposer donc directement à la vente aux consommateurs dans nos magasins. Grâce au réseau d'un côté de fournisseurs et puis de l'autre de magasins qu'on a développé au cours des 6 dernières années, on arrive aujourd'hui à sauver du gaspillage, plus de 10 000 tonnes de produits alimentaires tous les ans, en offrant en fait une seconde vie dans nos magasins à des produits qui sont parfaitement bons à consommer, mais qui malheureusement ne trouvent pas leur place dans les magasins de la distribution traditionnelle. C'est génial et c'est assez fou d'être arrivé à des chiffres comme ça en si peu de temps et sur un sujet qui est quand même relativement complexe. Et ce que je trouve intéressant, c'est des choses dont on parle pas souvent, c'est de connaître un peu quelles ont été les premières étapes. Par quoi vous avez commencé en fait pour vous lancer sur ce projet-là, vu que vous n'êtes pas arrivé avec 30 magasins d'un coup, ça a été quoi les premières étapes? Il y a eu une prise de conscience au début, déjà du problème du gaspillage alimentaire. Et ce qui nous a intéressé avec Vincent, c'est qu'en réduisant le gaspillage alimentaire, on allait avoir une action directe finalement sur deux enjeux. Le premier, il est plus environnemental, parce qu'en réduisant le gaspillage alimentaire, finalement, derrière, on réduit le besoin de production et donc de consommation de ressources naturelles, voilà, avec toutes les émissions qui sont associées. Et l'autre enjeu sur lequel on arrive à avoir un impact direct en réduisant le gaspillage alimentaire, c'est un enjeu plus socio-économique, puisque en fait, en permettant à des producteurs et à des fabricants de vendre des produits autrefois invendus, on arrive à leur apporter un complément de revenus. Voilà, dans le contexte de crise agricole, que c'est forcément une action qui compte pour eux. Et puis par ailleurs, on arrive
à proposer une alimentation de qualité responsable aux consommateurs. Donc ça part déjà de là, et c'est ce qui nous réunit avec Vincent, parce qu'on n'est pas des ingénieurs. Donc quand on se rencontre en 2016 et que en fait ce qui nous fait nous rencontrer, c'est de s'investir tous les deux directement dans la création de solutions pour réduire notre empreinte environnementale. On se dit qu'est-ce qu'on peut faire sans être des scientifiques et capables de travailler sur des projets, j'en sais rien moi, d'énergie propre ou d'avions basse consommation. Et le gaspillage, en fait, nous apparaît comme un levier très puissant et accessible à des personnes qui n'ont pas des compétences techniques hyper poussées. Une fois que, en fait, ce constat il est fait, il a fallu qualifier un peu ce qui était le gaspillage alimentaire en France. Et là, on a eu la chance de bénéficier, en fait, de travaux réalisés par l'ADEME en 2016. C'est un peu la première étude du genre qui, justement, sur des dizaines de pages, permet un peu d'identifier ce qu'est le gaspillage alimentaire en France tous les ans, arrive à un chiffre qui est complètement dingue de 10 millions de tonnes de pertes alimentaires tous les ans en France, et qui en plus apporte une information hyper intéressante sur là où a lieu ce gaspillage alimentaire. Et ce qu'on découvre dans cette étude de l'ADEME, c'est que du gaspillage, il y en a partout, et il y en a aussi beaucoup là où on ne le voit pas, c'est sur les sites de production, puisqu'ils sont par définition assez éloignés des centres-villes et de là où on vit, contrairement aux poubelles des supermarchés ou au gaspillage qu'on peut voir à la maison ou au restaurant. Ça nous amène à nous intéresser particulièrement donc à ce gisement de pertes alimentaires qui a lieu chez les producteurs et les fabricants. Et là, une étape importante sur toute l'année 2017, c'est d'aller à la rencontre de producteurs et de fabricants alimentaires en France, de toutes les tailles, donc de petits producteurs à des gros industriels de l'alimentaire, sur toutes les familles de produits, donc les fruits et légumes, les produits frais, la viande, le poisson, les produits traiteurs, l'épicerie, etc. Pour comprendre en fait, en échangeant directement avec ces producteurs, pourquoi est-ce que ils ont parfois des invendus et pourquoi est-ce que il leur arrive plus ou moins souvent de malheureusement gaspiller des produits qui sont encore parfaitement consommables. Une fois que en fait on a construit en fait cette connaissance des raisons du gaspillage des producteurs et des industriels après des dizaines et des dizaines de rencontres, eh bien naît l'idée de créer un réseau de distribution qui va permettre en fait d'offrir une seconde chance à ces produits invendus mais parfaitement consommables des producteurs et des industriels qui ne trouvent plus leur place dans des magasins de distribution classiques. Hyper intéressant, toute la démarche préalable et toute la réflexion qui s'est construite. Et tu l'évoquais un peu tout à l'heure, vous avez quand même réussi à construire un réseau de fournisseurs et de magasins des deux côtés qui sont assez étoffés. Si on se positionne un peu du point de vue du magasin ou Antigaspi aujourd'hui, comment ils s'approvisionnent concrètement aujourd'hui, par exemple? Et quelle indépendance d'ailleurs ils ont vis-à-vis du siège dans cette gestion-là au quotidien? Une des forces aujourd'hui du projet, c'est le réseau en fait de partenaires fournisseurs, et c'est aussi en plus d'être une des forces, c'est vraiment un des témoins en fait de la pertinence et du succès un peu de notre projet, c'est la densité du réseau de partenaires fournisseurs aujourd'hui de notre entreprise. On a en 6 ans travaillé avec près de 2000 producteurs et fabricants industriels en France, qui sont autant de sociétés qu'on a accompagnées au moins une fois sur la valorisation de leurs invendus pour leur éviter d'être gaspillés. Et ça, c'est très important pour nous parce que c'est la preuve que ce qu'on a construit sert à quelque chose et qu'on a bien répondu à un de leurs besoins. Et de l'autre côté, effectivement, pour pouvoir en fait valoriser les invendus de tous ces fournisseurs, il a fallu ouvrir pas mal de magasins en 6 ans, d'où voilà la petite trentaine de points de vente qu'on a aujourd'hui en Bretagne et à Paris notamment. Quand un réseau de distribution atteint cette taille-là, clairement, c'est plus possible d'avoir des relations directes pour tous nos magasins avec nos partenaires fournisseurs. Si je prends une entreprise comme Danone, par exemple, voilà, ça serait ingérable pour elle d'avoir 26, 30, 35 magasins qui l'appellent tous individuellement pour lui racheter une partie de ses invendus.
Donc, on a dû construire une centrale d'achat, un peu comme tous les réseaux de distribution. Et aujourd'hui, notre centrale d'achat, qui est basée à Rennes, en fait, elle achète à peu près 80% des produits invendus qui sont ensuite proposés dans nos magasins aux consommateurs. Néanmoins, on a été aussi attentif dans le développement de notre réseau à permettre à nos magasins d'apporter une réponse très locale aux problématiques de gaspillage des petits producteurs qui se situent autour de nos points de vente. Et donc, chacun de nos directeurs de magasins aujourd'hui est invité à développer des partenariats locaux avec des petits producteurs qui se situent à proximité du magasin, notamment des maraîchers qui travaillent sur les fruits et légumes, des coopératives, mais pas que. Il peut aussi y avoir des productions plus on va dire, plus fermières ou locales, et à accompagner ces petits producteurs locaux dans la réduction de leur gaspillage, en leur achetant leurs invendus, en se les faisant livrer directement sur les points de vente. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on regarde notre réseau, ça peut varier un peu d'un magasin à l'autre. C'est sûr que des magasins qui se situent en Bretagne, par exemple, ils vont avoir un réseau de fournisseurs locaux plus dense que des magasins qui se situent dans Paris intramuros. Mais globalement, on a à peu près 20% des produits qu'on va retrouver dans nos magasins qui vont avoir été achetés en direct par nos directeurs de magasins à des partenaires fournisseurs locaux. C'est génial, mine de rien, vous avez réussi à créer un très bel équilibre entre cette autonomie locale et en même temps les recommandations et l'aide du national, ce qui permet, je pense, au réseau d'avoir cette solidité-là. Pour creuser un peu le sujet du magasin, il y a un terme qui a émergé ces derniers mois, nous qu'on aime bien chez LACA, c'est le terme de RTE, responsabilité territoriale des entreprises, qui a vocation à inciter à repenser l'ancrage des entreprises dans les territoires et leur impact sur les écosystèmes. Selon toi, comment les magasins Nous Anti-Gaspi vont s'ancrer en local dans leur ville d'implantation? Quelles actions ils vont mener auprès des différentes communautés locales? Tu parlais bien sûr des producteurs, mais il n'y a pas que ça. Au niveau de l'ancrage territorial, je dirais que nos magasins, en fait, ils ont trois leviers, en fait, sur lesquels ils travaillent pour voilà, ancrer notre action localement. Le premier, effectivement, c'est la relation avec des producteurs qui se situent à proximité du magasin et dont, en fait, ils vont acheter les éventuels invendus afin de les accompagner voilà, dans la réduction de leurs pertes. Il y a un second sujet qui est l'emploi. Ça peut paraître évident, mais la société qu'on a développée au cours des 6 dernières années, elle nous a permis de créer près de 250 emplois. Et ces 250 emplois, c'est des emplois qui sont pas délocalisables. C'est de l'emploi local. À chaque fois qu'on ouvre un magasin, on va recruter dans la commune du magasin ou dans les communes voisines entre 5 et 12 collaborateurs en fonction de la taille du magasin et de son chiffre d'affaires. Je pense que ça, c'est un élément important à l'heure où innovation, start-up rime souvent avec tech, digital. Notre modèle, finalement, c'est un modèle de retail assez classique à cet égard, avec finalement pas mal de création d'emplois locales à la clé. Et le troisième levier sur lequel on travaille, c'est plus un levier de communication et de sensibilisation des populations, des personnes qui se situent autour de nos magasins ou qui viennent faire leurs courses dans nos magasins. Et c'est un sujet qui est un sujet d'ancrage qui est hyper important parce que notre action, en fait, elle vise à réduire le gaspillage des producteurs et des industriels. Mais pour réussir, on a besoin que les consommateurs évoluent aussi dans leur façon de consommer. C'est-à-dire que nous, si je prends un exemple, on peut acheter à un producteur de pommes ou de jambon des produits qui peuvent avoir des petits défauts visuels. Et ça va permettre à ce producteur d'éviter de les gaspiller. Mais si derrière, une fois que le produit est dans nos magasins, le consommateur n'achète pas ces produits parce qu'il est par exemple très attaché à acheter des pommes qui ont un calibre, une couleur entre guillemets parfaite, ou des tranches de jambon qui sont toutes identiques en termes d'épaisseur, de forme, etc. En fait, le gaspillage du producteur ou du fabricant va devenir le gaspillage du distributeur. Et notre mission sera finalement un échec puisque on n'aura pas réussi, in fine, à éviter que ces produits soient gaspillés. Donc c'est clé pour nous de sensibiliser les consommateurs aux besoins de faire évoluer leurs pratiques d'achat pour nous permettre collectivement
de réduire ce gaspillage. Et donc, au sein de nos magasins, on va trouver, ou autour de nos magasins, beaucoup de supports de communication qui vont en fait viser à informer les consommateurs, les populations autour de nos points de vente sur les causes du gaspillage et sur la façon dont eux, en faisant changer leurs pratiques d'achat, ils peuvent nous permettre de réduire ce désastre. C'est génial, j'adore cette vision un peu limpide que tu as sur les trois différents points que tu as abordés qui représentent globalement une grande partie des parties prenantes qui sont touchées par l'entreprise, en tout cas votre entreprise, et qui montrent que pour toutes ces parties prenantes-là, vous avez globalement un impact très positif. Pour changer complètement le sujet, bon, je pense que tu le sais beaucoup mieux que moi, le secteur de la bio et du vrac est un secteur qui a beaucoup souffert et qui souffre encore beaucoup depuis plusieurs mois. Est-ce que par corrélation, vous êtes affecté par cette crise ou pas? Et sinon, qu'est-ce qui vous rend résilient? C'est une bonne question. La réponse, elle est un petit peu complexe. Ce qu'il faut peut-être rappeler quand on évoque les difficultés voilà, de la consommation bio là, des 18-24 derniers mois, c'est que cette période un peu difficile, elle fait quand même suite à de nombreuses années de très très forte croissance. On va dire dans n'importe quel marché qui connaît une évolution des façons de consommer et avec peut-être au démarrage des années de très forte croissance, c'est pas inhabituel d'avoir aussi de temps en temps des corrections et des moments où on doit un petit peu digérer la forte croissance d'une première période avant de reprendre un cycle de croissance. Et pour la bio, c'est sûr que la période d'inflation qu'on a connue voilà, de façon très, très aiguë sur les 18 derniers mois, elle a peut-être constitué l'élément déclencheur à cette phase un peu de consolidation et de digestion de la croissance très très forte qu'avaient connue les réseaux bio ces dernières années. Cette inflation, elle nous a touchés de façon assez différente en fonction de nos implantations. Il y a une partie de notre parc de magasins qui en a plutôt souffert. C'est nos magasins qui se situent en zone commerciale, c'est-à-dire nos magasins implantés notamment en Bretagne, en dehors des centres-villes, généralement sur des zones commerciales qui sont bâties autour de ce qu'on appelle une locomotive alimentaire qui génère en fait du trafic. Généralement, c'est un supermarché ou un hypermarché. Dans ces zones commerciales, on a une partie importante de notre clientèle qui était constituée de personnes à revenus relativement modestes et qui trouvaient dans nos magasins des produits de qualité à petit prix et qui se seraient pas forcément payés dans des réseaux classiques lorsque ces produits sont vendus à leur prix habituel. Le problème, c'est que dans le contexte d'inflation qu'on a connu, lorsque ces produits prennent une hausse de 20% ou de 25% de leur prix de vente, même si nous, on les propose moins cher que dans des réseaux classiques, en fait, ça reste des produits chers, d'accord ? Et une partie de notre clientèle, clairement, qui autrefois faisait ses courses chez nous parce que ils avaient un produit vendu 25% moins cher qu'ailleurs, en fait, se sont retrouvés incapables de continuer à acheter ces produits après des hausses de prix de 25%. Je pense notamment à tous les produits bio qu'on a dans nos magasins, qui représentent quand même plus de 20% de notre offre. Et bien, dans les zones commerciales, ces produits bio, même vendus moins cher qu'ailleurs, après une période de hausse de prix de près de 25%, en fait, ils étaient plus accessibles pour une partie de notre clientèle. Et on a vu certains de nos clients, malheureusement, ne plus venir dans nos magasins et se mettre à faire leurs courses dans des enseignes classiques, notamment des hypermarchés, et à devoir s'alimenter en produits promotionnels dans les hypermarchés ou en marque distributeur, et notamment en marque distributeur premier prix. Voilà. Parce que une marque distributeur premier prix dans une enseigne comme Leclerc ou U ou Intermarché, en fait, elle va coûter moins cher qu'un produit bio chez nous anti-gaspi, même vendu, on va dire, 20 ou 30% moins cher que quand ce produit est vendu dans un réseau spécialisé bio. D'accord. Inversement, en centre-ville, la période inflationniste, elle nous a plutôt bénéficié parce que, en fait, autour de nos magasins, on trouve des personnes qui ont des revenus un peu plus élevés et le fait d'avoir une offre quand même plutôt qualitative, je parlais tout à l'heure par exemple de plus de 20% de notre offre certifiée bio, ça nous a permis en fait
de gagner des clients qui autrefois faisaient peut-être leurs courses dans des réseaux spécialisés bio, par exemple, mais qui, après des hausses de prix de 20 à 25%, se sont dit, voilà, moi j'ai envie de consommer responsable, mais je peux plus forcément continuer à aller faire toutes mes courses dans un magasin bio. Et chez nous, Anti-Gaspi, je peux trouver à la fois un choix beaucoup plus important que dans un magasin classique en produits bio, parce que quand nous, on a un peu plus de 20% de notre offre en produits bio, une enseigne traditionnelle non spécialisée, c'est peut-être 5-6% aujourd'hui. Et en plus d'avoir des produits bio plus accessibles, ils ont, même sur les produits qui sont pas forcément certifiés bio, un certain niveau de qualité. Voilà, c'est pas des marques premier prix et une démarche responsable qui est pas forcément autour de la bio, mais qui concerne la réduction du gaspillage. Récupérer des clients qui ne pouvaient plus forcément faire comme avant leurs courses dans des réseaux spécialisés bio, mais qui chez nous arrivaient à concilier leurs contraintes budgétaires et leur souhait de consommer de façon plus responsable. C'est hyper intéressant. Et à l'inverse, qu'est-ce qui empêche votre modèle d'affaires d'être la norme pour les autres réseaux de distribution alimentaire qui sont plus classiques? Par définition, nous, on achète des produits que les autres distributeurs ne veulent pas. Et ils ne les veulent pas pour différentes raisons. Soit parce que ces produits ont été surproduits. Et donc, en fait, les autres distributeurs ne vont pas vouloir les acheter puisqu'ils ont déjà des rayons pleins. Donc, ça n'aurait pas de sens pour eux de les acheter. Ou alors parce que ce sont des produits qu'ils ne souhaitent plus avoir parce qu'ils ont décidé de les remplacer par de nouveaux produits. Voilà, des innovations alimentaires. Et ils ont là aussi des contraintes de place, c'est-à-dire que ils peuvent pas pousser les murs des magasins pour faire rentrer tous les produits, ils sont obligés de faire des choix. Et quand ils font rentrer des nouveaux produits en magasin, généralement, ça doit les amener à arrêter de vendre certains produits qui auraient pu pourtant être déjà fabriqués, qui deviennent alors des invendus. Et puis il y a tout aussi les sujets relatifs aux petits défauts physiques, des produits que nous parfois on peut acheter, qui ont une taille, un poids, une couleur, une forme un peu en norme, et où les distributeurs, et peut-être même à raison finalement, ne souhaitent pas s'engager parce que ils craignent que les consommateurs ne soient pas encore assez, on va dire, sensibilisés, assez mûrs pour en fait acheter ces produits qui présenteraient des petits défauts et qui seraient inhabituels finalement. Et pour en fait pouvoir acheter ces produits aux producteurs ou aux industriels comme nous on le fait, au-delà, on va dire, des écarts que ça peut amener dans l'offre en magasin par rapport à une offre très standardisée qu'on a l'habitude de retrouver dans des magasins d'enseignes classiques, ça demande aussi au niveau de la centrale d'achat de mettre en place des façons de travailler et des outils qui ont rien à voir avec ceux qu'on peut retrouver dans des réseaux classiques. Et pour schématiser, en fait, nous, on passe à peu près l'essentiel de nos journées à la centrale à gérer de l'aléa et aussi sur les produits frais, notamment de l'urgence. On nous propose des produits qu'on n'a pas forcément vendus par le passé. Il faut créer les références dans notre outil informatique très rapidement. Et il faut aussi donner une réponse très rapide au fournisseur sur les quantités qu'on est prêt à acheter et valider un prix avec lui. Quand les enseignes de distribution classiques au niveau de leur centrale d'achat fonctionnent en fait sur des schémas très répétitifs qui sont construits sur la base d'assortiments dans l'offre relativement figés qui changent peu en fait d'une journée à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Ils sont définis, on va dire, une fois par an lors des négociations annuelles. Et puis après, en fait, la centrale, elle automatise ses approvisionnements sur la base d'un assortiment qui est fixe. Alors qu'en fait, quand on achète des invendus à des producteurs ou des industriels, rien de tout ça n'existe. Les références changent tout le temps et il faut s'adapter en permanence. Et donc, c'est vraiment une façon de travailler pour les acheteurs et les approvisionneurs qui a rien à voir avec ce qu'on peut rencontrer dans une centrale d'achat classique de grande distribution. Ouais, c'est très clair. Et finalement, c'est en fait deux modèles qui n'ont presque rien à voir, si ce n'est le terme de distribution et de magasin à la limite. Pour changer complètement de sujet par rapport au sujet très métier de nous Anti-Gaspi, en plus de ta casquette de fondateur, je sais que tu as aussi la casquette de responsable RSE. C'est assez intéressant. Je me demande un peu pourquoi vous avez mis en place une démarche RSE en dehors des sujets de gaspillage alimentaire, alors que le modèle d'activité de l'entreprise est déjà par lui-même engagé.
puis que vous êtes une structure relativement petite, à 250 personnes, vous n'étiez pas obligé de le faire. Et quels sont les chantiers prio sur lesquels vous vous êtes attelé une fois cette responsabilité prise? C'est c'est un engagement, ou en tout cas un projet qui est récent. Effectivement, je pilote au sein de l'entreprise. Le projet, et tu l'as dit, il est intrinsèquement un projet à impact qui vise à, par l'ensemble en fait de nos gestes, de nos actions au quotidien, à réduire l'impact environnemental de notre consommation via la réduction du gaspillage. On a décidé il y a à peu près 18-24 mois de mettre en place, de bâtir une feuille de route beaucoup plus large sur le plan de la RSE au sein de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que déjà, ça nous paraît cohérent avec le fait d'être une entreprise à impact positif sur un sujet bien précis qui est celui du gaspillage alimentaire, mais ça nous paraîtrait être une faute de promouvoir des comportements vertueux sur les sujets de réduction du gaspillage alimentaire, mais par ailleurs de mettre en œuvre des pratiques qui seraient pas du tout vertueuses sur d'autres sujets de la RSE. De plus, on a aujourd'hui près de 250 collaborateurs. Une grande partie d'entre eux sont venus chez nous parce qu'ils souhaitaient s'engager dans un projet à impact. La réduction du gaspillage alimentaire est un thème qui leur était cher. Néanmoins, c'est des personnes qui sont engagées de façon globale dans la recherche d'un mode de consommation qui soit plus durable. La réduction du gaspillage ne constitue qu'une réponse, aucune partie du puzzle, et eux-mêmes savent qu'il faut adopter des démarches plus responsables sur tout un tas d'autres sujets. Donc c'est aussi une demande de nos salariés aujourd'hui d'avancer sur une démarche RSE qui soit plus large et qui ne s'arrête pas à la réduction du gaspillage alimentaire. Et enfin, aujourd'hui, on a des actionnaires. On a notamment à notre capital des fonds à impact et qui nous poussent en fait aujourd'hui à adopter des plans d'amélioration plus ou moins ambitieux sur les sujets RSE et de ne pas en fait arrêter notre action au sujet seul de la réduction du gaspillage alimentaire. Dans la feuille de route, par exemple, 2024, il y a 4 grandes thématiques qui ressortent. Il y a une thématique qui porte sur notre offre en général. Alors évidemment, là-dessus, on va se donner des objectifs ambitieux sur le cœur de notre mission, qui est de réduire le gaspillage de produits alimentaires. Mais on va aussi se donner des objectifs qui sortent de ce sujet-là et qui visent, par exemple, à amener une offre plus qualitative et moins carbonée à nos clients. Donc, on va se donner des objectifs de progression sur la quote-part que représentent les fruits et légumes dans notre chiffre d'affaires. On va se donner des objectifs d'amélioration de la quote-part que représentent les produits non transformés aussi au sein de notre chiffre d'affaires. Voilà, parce qu'on sait qu'ils sont meilleurs pour la santé que les produits transformés. Il y a un deuxième sujet sur lequel on travaille, c'est à côté de notre offre alimentaire en magasin, c'est nos émissions. On s'est donné des objectifs d'amélioration sur nos consommations énergétiques. On a par exemple mis en place au début de l'année un accord pour l'ensemble de nos sites de fourniture d'électricité avec un fournisseur d'énergie 100% renouvelable, donc soit de l'éolien, soit du solaire, et qui produit son énergie uniquement en France, voilà, qui s'appelle Octopus. On s'est donné des objectifs aussi de réduction des émissions sur la logistique, toutes les opérations de transport de notre réseau. Il y a un troisième sujet dans notre feuille de route, c'est notre politique sociale. On veut avoir une gestion notamment des ressources humaines qui soit inclusive, qui soit aussi cohérente avec notre agrément ESUS. Donc on va suivre nos salaires, notre politique de rémunération et s'assurer que les écarts de salaire dans l'entreprise notamment soient en lien, conformes à l'agrément ESUS. Et on s'est donné aussi des objectifs de développement, de partenariat avec localement. On en parlait tout à l'heure, par exemple des ancrages locaux, avec des organismes de réinsertion professionnelle. Aujourd'hui, on a quelques magasins uniquement, c'est assez parcellaire, qui ont mis en place ce type de partenariat et emploient aujourd'hui des personnes qui peuvent être soit en situation de handicap, soit en situation de réinsertion professionnelle. Et ce genre d'action a vocation, en fait, dans les mois qui viennent, à se développer au sein de notre réseau de magasins. Donc ça, c'est un peu les 3 grandes thématiques qui constituent notre feuille de route sur 2024. Et un des grands aussi temps forts
notre année sur le plan de la RSE, c'est la réalisation là au premier semestre de notre premier bilan carbone qui doit aussi nous permettre de construire une feuille de route à moyen long terme avec des actions très 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 ciblées pour décarboner l'ensemble de notre activité. Wow, franchement, c'est vraiment impressionnant. Toute cette partie aussi étoffée sur la RSE, honnêtement, c'est rare de voir des démarches RSE qui soient aussi étoffées pour des structures de cette taille. Et on voit que la vision est très claire. Mais bon, d'ailleurs, c'est ce qui est partagé depuis le début du podcast. À chaque fois que tu réponds, c'est toujours très carré, très droit. On sait que tu vois assez bien où vous allez. Si tu devais retenir une réussite dont tu es le plus fier pour nous, Anti-Gaspi, aujourd'hui, ce serait quoi? Après 6 ans à développer l'entreprise, moi, ce qui ressort quand même comme étant la plus grande réussite du projet, mais c'est aussi en lien direct avec la raison pour laquelle on a décidé de se lancer dans cette aventure avec Vincent, c'est l'écosystème aujourd'hui, la communauté très large quand même qu'on a réussi à fédérer autour d'un projet commun qui est de réduire le gaspillage alimentaire. Moi, je trouve ça formidable quand, à peine 6 ans, on ait réussi d'une part à embarquer près de 2000 producteurs, fabricants alimentaires français dans finalement la mise en œuvre d'une solution qui leur permet de ne plus gaspiller leurs invendus et d'autre part d'avoir réussi à fédérer autour de notre projet une communauté de consommateurs qui est majeure puisqu'aujourd'hui on a près de 175 000 personnes qui sont des clients fidèles de nos magasins et qui ont accepté, pour permettre de réduire ce gaspillage alimentaire, d'adopter un mode de consommation qui a rien à voir avec celui qu'on peut pratiquer quand on fait ses courses dans un magasin classique. Un simple élément qui permet de s'en rendre compte, c'est que aujourd'hui, un magasin Nous Anti-Gaspi, et c'est bien plus que tout ce qu'on a pu faire proposer ces dernières années, c'est 1400 à 1500 références produits. Un petit magasin de proximité d'une enseigne classique, c'est facilement 4-5 000 produits. Et donc, on s'imagine bien que nos clients viennent faire leurs courses chez nous. Ils font quand même des renoncements significatifs en termes de diversité d'offres qu'ils vont trouver par rapport à un magasin classique. Ils vont devoir adapter leur consommation à la maison en fonction de ce qu'ils vont trouver dans nos magasins. Et le fait d'avoir réussi à faire évoluer près de 200 000 foyers en 6 ans sur leur façon de consommer de façon aussi profonde, pour moi, c'est un grand succès. Bon, ça, c'était pour la partie réussite. Et effectivement, enfin, il n'y a pas à dire, mais c'est un des mots que j'ai à la bouche depuis tout à l'heure, que je répète beaucoup, mais ça reste hyper impressionnant. À l'inverse, si on passe du côté un peu négatif, il y a forcément eu des échecs, des erreurs dans le parcours. Est-ce que tu peux nous parler d'un échec qui a été particulièrement structurant pour le projet? Ouais, il est assez récent. En 2020, notamment lors du premier confinement, on s'est dit avec Vincent, avec nos actionnaires, qu'il était important pour le projet, dans son développement, de développer une offre en ligne. Voilà. Et notamment parce que lors du premier confinement, où les gens ont quand même beaucoup acheté en ligne pour éviter de se rendre en magasin, notre réseau a beaucoup souffert de ne pas avoir de canal de vente en ligne de nos produits. On s'est associé avec 2 personnes pour développer ce projet, 2 types géniaux, Vincent, Miguel et Thomas Parrain, qui ont en fait embrassé cette idée et se sont lancés dans un mode un peu intrapreneurial dans le développement de notre offre en ligne. On a lancé un site de vente en ligne. De mémoire, je pense que le lancement, il a dû avoir lieu quelque part autour du début 2022 ou mi-2022. Après des investissements importants, je veux dire un énorme boulot et qui a consommé beaucoup de ressources financières. Et malheureusement, on n'a jamais réussi à amener ce site en termes de chiffre d'affaires, de développement, là où on avait posé nos objectifs. Et voilà, après un peu plus de 2 ans de travail sur ce projet avec Vincent et Thomas, afin de ne pas mettre non plus l'entreprise en risque financier, parce que ce projet consommait beaucoup de nos ressources financières, on a décidé d'arrêter, voilà, de suspendre la vente en ligne
et puis de réserver en fait le développement du projet aux magasins physiques. Voilà. Alors il n'est pas dit que dans un futur plus ou moins proche, on décide pas de reproposer d'une façon ou d'une autre de la vente en ligne de nos produits aux consommateurs, mais c'est pas d'actualité. Et ça a été un renoncement, un des premiers grands renoncements en termes de développement qu'on a fait avec Vincent, mais qui, je crois, a été la bonne décision et a été au moins sur le moyen terme salutaire un peu pour l'entreprise parce que ça nous a permis de considérablement réduire nos pertes financières à partir de l'année 2024. Merci beaucoup pour la transparence hein, sur cette question. C'est vrai que c'est quand même rare encore aujourd'hui qu'on ose parler de ces échecs de manière aussi précise et transparente. Donc c'est une bonne chose parce que ça fait partie des choses qui sont structurantes pour des projets comme celui-ci. Je vois que l'heure tourne et que on arrive bientôt au bout. J'en profite pour passer à ma dernière question. Pour finir, c'est quoi ta vision pour les années à venir? Enfin, ta vision, j'imagine que c'est pas juste toi, hein, c'est bien sûr vous deux et toutes les personnes qui sont derrière le projet, mais c'est quoi votre vision pour les années à venir pour nous, Anti-Gaspi? Je l'ai dit un peu plus tôt dans notre discussion que j'ai rappelé que le gaspillage était vraiment un problème de société. D'ailleurs, on voit bien que, et fort heureusement d'ailleurs, depuis quelques années, il y a pas mal d'acteurs qui se sont lancés, qui ont émergé pour apporter des solutions à ce problème qui nous touche tous. Il y a des acteurs comme Phoenix, comme Too Good To Go, qui se sont plus spécialisés sur les pertes chez les commerçants, les magasins. Avec Vincent, on a décidé d'amener une solution aux producteurs, aux industriels. Et quand on se rappelle des chiffres de l'ADEME, hein, qui indiquent quand même plusieurs millions de tonnes de produits alimentaires perdus chaque année en France, on comprend que le chemin est encore long et qu'on est loin d'en avoir fini avec le gaspillage alimentaire. Donc notre souhait, c'est de poursuivre en fait le développement de notre entreprise pour accompagner plus de producteurs, plus d'industriels dans la réduction du gaspillage alimentaire et aussi permettre à plus de consommateurs d'avoir accès à une alimentation, un comportement d'achat un peu différent qui soit engagé dans la réduction de ces pertes alimentaires. Et donc ça va passer par des ouvertures de points de vente, évidemment, dans des régions où on peut être implanté aujourd'hui, mais aussi dans d'autres régions en France où on n'a pas forcément de magasins aujourd'hui. Je pense par exemple à la région Rhône-Alpes ou alors à l'Occitanie, qui sont des régions intéressantes parce qu'il y a pas mal de production alimentaire, donc il y a des partenariats locaux à mettre en place. Et nul doute que il y ait dans ces régions aussi des consommateurs qui souhaitent, via leurs actes d'achat, œuvrer à la réduction du gaspillage alimentaire. Et il y a un autre projet aussi qui nous tient à cœur, c'est le développement de cette offre à marque Nous Anti-Gaspi, qui nous permet d'aller plus loin dans la réduction du gaspillage alimentaire, puisque quand on pense au gaspillage des producteurs et des industriels, on pense souvent au gaspillage des produits finis, par exemple qui ont été surproduits, qui sont des fins de série. Il existe et ces produits, on les achète et on les revend dans nos magasins, mais il y a aussi des pertes avant le stade du produit fini. Les producteurs, les fabricants, ils ont des pertes sur de la matière première ou sur des produits semi-finis en cours de transformation. Et si on veut sauver ces produits du gaspillage, alors il faut réfléchir en fait à la façon dont on va les vendre et sous quelle marque, sous quel emballage. Et ça, c'est la raison d'être de notre marque. Et aujourd'hui, notre marque, elle est proposée dans nos magasins et elle est proposée aussi chez des distributeurs partenaires, chez Carrefour, chez Monoprix et d'autres distributeurs partenaires verront le jour en 2024. Et c'est un projet qui nous tient à cœur parce que, d'une part, il nous permet d'aller voir les producteurs, les industriels et de leur dire aujourd'hui, on a les solutions qu'il faut pour vous permettre de réduire l'ensemble de votre gaspillage, que ce soit des produits finis, des produits semi-finis, des matières premières. Et on peut aussi amener une solution de réduction du gaspillage alimentaire, une offre engagée à des consommateurs qui ne fréquentent pas forcément nos magasins. Et ça, c'est très puissant dans l'atteinte finalement de notre mission. Merci beaucoup, Charles. C'était vraiment passionnant. En tout cas, moi, j'ai adoré et j'ai trouvé ça passionnant. Donc, je pense que les autres vont adorer, vont aussi trouver ça passionnant. Toutes les personnes qui vont pouvoir écouter. Merci beaucoup pour le temps aujourd'hui.
De mon côté, j'ai hâte de suivre les avancées du projet et de voir comment toute cette vision que tu nous as partagée va continuer de s'inscrire dans les années qui viennent. Je souhaite une très longue vie à nous Anti-Gaspi. Je te dis encore une fois merci pour le temps et puis bien sûr à bientôt. Merci Baptiste. Merci d'avoir écouté le podcast Leader RSE du jour. J'espère que ça vous a plu. Pensez bien sûr à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ciao!